Il est 13 h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Après que le chef de l'État a donné le ton hier mercredi, l'ancien président Laurent Gbagbo et de nombreuses autres personnalités, dont des membres du gouvernement et présidents d'institutions de la République, se sont succédés au domicile du président Henri Konan Bédié pour exprimer leurs condoléances à la famille éplorée. Dans cette édition, nous irons aussi à l'école normale supérieure où vient de se tenir la cérémonie de baptême de la 57e promotion d'enseignants et de personnel d'encadrement. Au nombre de 3800, ils sont désormais prêts à servir dans les lycées et collèges de Côte d'Ivoire après 2 années de formation. On reviendra sur la cérémonie avec Didier Nguessan. La délégation de la CEDEAO, arrivée jeudi dans la nuit à Niamey, a écourté son séjour au Niger. Cette délégation, venue pour obtenir par le dialogue le retour à l'ordre constitutionnel, n'a finalement pas rencontré le chef de la junte. Les émissaires de la CEDEAO n'ont finalement même pas quitté l'aéroport où ils ont rencontré une délégation de la junte conduite par le responsable des opérations spéciales. La direction générale du protocole d'État porte à la connaissance des personnalités civiles et militaires, des organisations professionnelles et associatives qu'en raison de la période de deuil décrétée suite au décès survenu le mardi 1er août 2023 à Abidjan de son Excellence M. Henri Konan Bédié, ancien président de la République, la cérémonie commémorative du 63e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire, prévu le 7 août 2023 sur l'autoroute à péage de Grand Bassam, est annulée. En lieu et place, une cérémonie de prise d'armes aura lieu à cette même date au palais de la présidence de la République au Plateau. Par ailleurs, les cérémonies d'inauguration du pont reliant les communes du Plateau et de Cocody ainsi que la célébration de la Journée nationale de l'excellence sont reportées à une date ultérieure. C'est signé des mains du directeur général du protocole d'État. Le décès du Sphinx de Daoukro est survenu donc le 1er août dernier et depuis cette annonce, le domicile de l'ancien chef d'État ne désemplit pas. Les populations s'y succèdent pour présenter les condoléances à la famille éplorée. On enregistre aussi la présence de plusieurs personnalités politiques de premier plan et des présidents d'institutions de la République. Le témoignage de Marie-Chantal Akandan et Célestin Frodo. Cocody, rue Ambassade, a sombré dans une tristesse, alors que les visages dépeignent le deuil qui frappe la famille d'Henri Konan Bédié. Les personnalités défilent et la vérité s'impose. Le chef repose à jamais. Le baobab de Daoukro s'est couché. Un chapitre de l'histoire de la Côte d'Ivoire se referme avec la disparition de celui qui aura marqué pendant plusieurs décennies l'arène politique. Une délégation de députés conduite par le président de l'Assemblée nationale manifeste sa solidarité envers la veuve Henriette Konan Bédié, les enfants et la famille. En cette circonstance douloureuse, la nation tout entière pleure la perte d'une figure emblématique et laisse place à un profond deuil. Nous sommes venus saluer la mémoire de l'homme, apporter tout notre soutien à Mme Henriette Konan Bédié. Et devant un tel événement, les chapelles politiques n'existent plus. La dimension humaine prend toute sa place. Et nous sommes venus donc pleurer avec nos frères du PDCI parce que c'est la Côte d'Ivoire qui perd un fils. Dans ce moment de recueillement, plusieurs autres personnalités ont exprimé leurs condoléances au domicile du défunt. Le président du Sénat, Jano Aoussou-Kouadio, ainsi que les sénateurs sont venus apporter leur soutien à la famille du disparu. Le Premier ministre Patrick Achi a aussi manifesté sa compassion en se joignant à eux. L'ancien président Laurent Gbagbo s'est également déplacé au domicile de Konan Bédié pour consoler la veuve. Accompagné d'une délégation du PPACI, leur porte-parole a salué la mémoire de Henri Konan Bédié. Nous perdons un grand patriote, un homme qui a aimé son pays, qui a servi son pays en tous les égards, mais surtout au niveau de la paix sociale. Nous perdons un père et nous perdons quelqu'un à qui on s'adossait, quelqu'un qui nous rassurait par sa présence.
Henri Konan Bédié a laissé ses empreintes indélébiles dans la vie politique en Côte d'Ivoire avec les responsabilités qu'il a assumées à divers niveaux. Sa famille politique est inconsolable. Le président Henri Konan Bédié lui-même nous a enseigné que les grandes douleurs sont muettes. Donc, le premier sentiment que nous avons éprouvé, c'est l'étonnement qui a généré le silence, qui a généré la méditation. C'était comme si nous étions à la croisée des chemins. Mais nous nous sommes rapidement souvenus que tout au long des 30 années qu'il a passées à la tête du PDCIRDA, le président Henri Konan Bédié a toujours souhaité que le PDCIRDA survive à sa vie. C'est la raison pour laquelle, très tôt, nous nous sommes remis de nos émotions et nous avons interrogé l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et nous nous sommes rassemblés pour que dans l'union, dans la concorde, nous puissions nous remettre de cette grande émotion. Suite au décès de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, le gouvernement a décrété un deuil national de 10 jours. À Boisseau, dans le sud de Comoé, on pleure aussi. Les populations pleurent, elles sont en plein désarroi parce qu'elles ont tout perdu à la suite de l'inondation de la ville. Et pour essuyer leurs larmes, la ministre de la Solidarité s'est empressée d'aller leur témoigner la compassion du gouvernement. Belmondo Dogo leur a offert des vivres et des non-vivres en présence du conseil régional, du président du conseil régional du sud Comoé et de notre reporter Didier Nguessan. À Boisseau, capitale de la région du Sud Comoé, des vivres et non-vivres remis aux ménages récemment sinistrés de l'inondation. La compassion du gouvernement aux populations se traduit en actes concrets et vient soulager la peine des victimes. Je viens au nom de tous les sinistrés pour vous dire merci. Je dis merci à tout le monde. Merci d'avoir attendu nos cris. Je dis merci au gouvernement, merci au président de la République. En présence des élus locaux et du corps préfectoral, le président du conseil régional du Sud Comoé a apprécié ce geste de solidarité. Avec vous, nous saisissons que la valeur de la solidarité demeure, ce lien qui doit nous unir et dont le président de la République est le premier à en donner l'exemple. Madame le ministre, lorsqu'une peine est partagée, elle est plus facile à supporter. Cet élan de solidarité est donc source de joie pour les familles, permettant de percevoir que nous partageons une commune conscience d'appartenir à une même nation et au-delà à une même humanité. L'émissaire du gouvernement a réitéré l'engagement de l'État à soutenir les populations vulnérables. Ces dons ont été comptabilisés de telle sorte que tous les ménages en reçoivent et qu'il en reste encore. Parce que nous avons 589 ménages selon les chiffres que le corps préfectoral et le conseil régional nous ont communiqués. Vous avez 800 sacs de riz. Vous avez les nattes, tout le monde peut recevoir. Les matelas, priorité est faite aux plus âgés et aux ménages les plus vulnérables. Je vais demander aux parents d'être vigilants. Si nous sommes dans des zones qui prennent facilement de l'eau, lorsqu'il pleut pour nous-mêmes et pour nos enfants, nous devons trouver refuge ailleurs. Au total, 3036 personnes sinistrées ont été recensées, aussi bien à Boisseau qu'à Biennois et Yaou. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est déplorée. Nous sommes dans le sud de Comoé, on y reste encore un moment. Le gouvernement identifie les biens publics à travers le projet de nomenclature de ces biens, un projet élaboré par la direction du patrimoine de l'État. L'heure est donc au processus de validation du projet, d'où cette rencontre à Grand-Bassam avec les administrations financières et les gestionnaires du patrimoine de l'État. Les précisions de l'Ancile Bakayoko. Capter le maximum de biens, adopter un modèle de codification uniformisé. Ce sont les éléments clés contenus dans le projet de nomenclature des biens de l'État, soumis à la validation des administrations financières en charge, notamment de la gestion du patrimoine de l'État. La mise en place d'une nomenclature exhaustive des biens de l'État est essentielle pour une gestion efficace de notre patrimoine. Elle permettra de mieux évaluer la valeur de ces biens
d'optimiser leur utilisation et de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement et de rénovation. Une codification claire et cohérente permettra surtout une meilleure organisation des données, une simplification des processus de suivi et de vérification dans le système de gestion de la comptabilité des matières. La comptabilité des matières, qui est une innovation majeure dans la gestion des biens de l'État, a pour objet de recenser et de suivre d'un point de vue comptable tous les biens meubles et immeubles, propriété ou possession de l'État, des institutions, des collectivités décentralisées et des établissements publics nationaux. C'est un acte de modernisation des outils de gestion des finances publiques en Côte d'Ivoire. L'adoption d'un document exhaustif permettant d'assurer la traçabilité des opérations effectuées sur les biens du patrimoine de l'État fait partie de la mise en œuvre de la comptabilité des matières. Comptabilité des matières elle-même inscrite dans la réforme des finances publiques. Les acteurs nationaux de l'écosystème du commerce extérieur verront désormais leur capacité renforcée grâce à la nouvelle plateforme Hub Import-Export qui a été lancée cette semaine seulement en présence du ministre du Commerce et du ministre délégué en charge de l'intégration africaine. Évolution du commerce international dans un environnement mondial en constante mutation, c'est le thème autour duquel se tiendront durant toute cette semaine des panels et des conférences. Dangui Dangui nous en dit plus. Dans le domaine du commerce extérieur, la Côte d'Ivoire prépare ses opérateurs économiques à maîtriser les outils et les instruments de l'import-export afin d'améliorer leur compétitivité dans la dynamique de la zone de libre-échange continentale, ZLECAf. C'est dans ce cadre que le ministre du Commerce et de l'Industrie et le ministre délégué en charge de l'intégration africaine ont lancé récemment la semaine du Hub Import-Export. Je voudrais vivement encourager cette initiative, la création d'une plateforme de diffusion de bonnes pratiques pour un commerce extérieur plus performant, identifié comme l'objectif principal du Hub Import-Export. Avec tous les dispositifs actuels mis en place par le gouvernement, la Côte d'Ivoire va pouvoir diversifier et accroître plus encore ses exportations et accélérer sa marche vers le développement. La semaine du Hub Import-Export est une co-construction entre l'État, le secteur privé et la société civile. Il va donc de soi que la maîtrise de la réglementation du commerce international, des biens et services, ainsi que les rouages du fonctionnement de l'économie mondiale par nos entreprises est une impérieuse nécessité si notre pays veut accroître ses parts de marché. Panels et conférences relatifs au thème central, à savoir évolution du commerce international dans un environnement mondial en constante mutation, vont être les grandes articulations de la semaine du Hub Import-Export. Les commerçants de Côte d'Ivoire ambitionnent de se constituer en mutuelle. Ils viennent de se réunir à Yamoussoukro dans le cadre d'un atelier pour en valider les dispositifs opérationnels. Là encore, le ministre du Commerce était présent. Le reportage de Kader Sogodogo. Vulnérabilité de nombreux commerçants, incendie des marchés. Les difficultés sont nombreuses dans le secteur. La mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire se présente comme la solution pour mettre fin à la disette. Un atelier de restitution de validation des dispositifs opérationnels de sa création a réuni à Yamoussoukro les acteurs clés du commerce en Côte d'Ivoire. Après 3 jours de travaux, une issue heureuse se dresse. L'instrument était attendu depuis une vingtaine d'années. Depuis 20 ans, nous avons souhaité avoir une mutuelle pour les commerçants de Côte d'Ivoire. Et je pense que nous sommes sur la voie de la création de cette mutuelle. Et cette mutuelle va nous permettre de régler beaucoup de problèmes. Pour le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME, Souleymane Diarra-Souba, le gouvernement est résolument engagé à faire en sorte que les acteurs du commerce soient épanouis. Les commerçants ont compris la nécessité de se mettre ensemble à l'effet de créer une mutuelle qui va leur permettre d'assurer cette protection, ce qui rentre en fait dans la dynamique de modernisation du commerce qui est en ligne avec la politique du gouvernement
important en fait sur le développement du commerce en Côte d'Ivoire. Dernière étape, la mise sur pied des instances dirigeantes de la mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire. C'est une question de mois. Et sont au nombre de 3800 ces nouveaux enseignants prêts à servir dans les lycées et collèges après 2 années de formation à l'École normale supérieure d'Abidjan. La cérémonie de baptême de cette 57e promotion composée d'enseignants et de personnel d'encadrement marque le début d'une carrière pour ces hommes et femmes qui s'engagent à servir la Côte d'Ivoire avec probité. On retrouve Didier Nguessan et Joël Gomez. Avec un effectif de 3800, dont 32% de femmes, la promotion baptisée Adama Bictogo, du nom de leur parrain et président de l'Assemblée nationale, a choisi de promouvoir 3 valeurs, la vérité, la rigueur et l'humanisme. Nous voilà au terme d'un long voyage initiatique, fort enrichissant. Pendant 2 années, nous y avons découvert tous les axes de la construction mentale, sociale, psychopédagogique, intellectuelle et professionnels de l'apprenant. L'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire vient de réaliser plus de 86% de réussite au concours du CAMES, de quoi conforter la culture d'excellence, a rappelé l'émissaire du ministre Adama Diawara. Les futurs éducateurs, professeurs de collège et lycée ont été baptisés par le représentant du parrain qui les a invités à faire preuve de professionnalisme. Il s'agit de donner à nos institutions d'enseignement supérieur et de recherche les moyens de compétir à l'international. Pour consolider la mise en œuvre du système LMD, l'offre de formation doctorale devra désormais s'arrimer aux besoins avérés du marché de l'emploi. Dans toutes les sociétés qui aspirent au progrès, l'éducation doit être la voie royale de promotion du mérite, de la culture du travail bien fait et de la saine émulation. C'est seulement à ce prix que nous pourrons rivaliser avec les nations les plus avancées, tant en Afrique que dans le monde. Après des échanges de présents, la promotion sortante a transmis le flambeau à la 58e promotion qui fait son entrée à l'INS cette année. Et certains parmi les sortants, justement, pourraient peut-être avoir pour lieu d'affectation le village de Takoreagi dans le Bas-Sassandra, parce que là-bas, on vient d'inaugurer un tout nouveau collège de proximité. L'établissement a été construit dans le cadre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. Notre correspondant Sam Conan était à la cérémonie d'inauguration. Takoreagi, village enclavé situé à une 50aine de kilomètres du bitume sur l'axe San Pedro-Soubré, bénéficie d'un collège de proximité. Les populations joyeuses sont sorties nombreuses pour assister à son inauguration. Le président Ouattara a bien pensé que ces enfants restent sur place. Cela va empêcher les grossesses au milieu scolaire. J'ai dit merci au président Ouattara d'avoir initié ce genre de développement de proximité. Selon le président du conseil régional de la Nawa, Alain Richard Donwayi, la construction de ce collège de proximité répond à un besoin. Il nous fallait un collège de cette dimension ici à Takoreagi. Nous l'avons tous imaginé et le gouvernement, grâce au CDD, l'a construit. Et aujourd'hui, il est là pour nous et surtout pour nos enfants. Faut-il me rappeler, l'accès à l'instruction et à la culture se réalise en premier lieu par l'éducation et la formation. Le collège moderne Takoreagi, inauguré ce jour, marque la volonté du chef de l'État de prôner l'excellence partout en Côte d'Ivoire, a relevé le ministre-gouverneur Philippe Légré. Vous, dans un village tel que Takoreagi, qui n'est pas même sous-préfecture, qui a un collège moderne de cette qualité, voyez-vous, le mobilier et tout ça, c'est l'excellence. Le président Ouattara même lui-même l'excellence. Voyez-vous, les conditions de travail des élèves, des enseignants et tout ça, mais c'est extraordinaire. Nous voyons dans cet acte-là la protection surtout des filles. Le président du conseil régional de la Nawa, Alain Richard Donwayi, promet apporter avant la rentrée prochaine de l'électricité et de l'eau potable dans cet établissement qui porte son nom.
Nous sommes en pleine vacances scolaires depuis quelques jours et le groupe Mahama Cissé de Koumassi, mouvement scoutisme musulman donc de Côte d'Ivoire, a initié une sortie éducative au Congénie de la station régionale RTI Bouaké. C'est dans le Gbeke. L'objectif, c'est donc de former les jeunes scouts musulmans aux valeurs civiques et religieuses, mais aussi participer à des visites découvertes, des jeux, concours et des activités sportives et communautaires. Le reportage de Kader Sogodogo. Premier bataillon du génie de Bouaké. Ces enfants s'imprègnent des différentes formations et disciplines prodiguées aux apprenants, notamment la mécanique et la menuiserie. Après la caserne, le cap est mis sur la station régionale de la radiodiffusion-télévision ivoirienne de Bouaké. Ici, les tout-petits ont été instruits sur le fonctionnement de la structure. Une initiative du groupe Mahama Cissé de Koumassi, démembrement du mouvement des scouts musulmans de Côte d'Ivoire. Elle s'inscrit dans le cadre de ses activités de vacances intitulées « Camp Vacances en 2023 » dans la région de Gbeke. Au cours de cette colonie, on m'a appris à ranger mes affaires, à faire mon lit. Je suis fière d'être scout musulmane parce qu'au scout, on nous apprend plusieurs choses et on retient toujours des leçons. Nous avons visité le camp militaire des génies, nous avons vu des élevages et nous avons vu la salle de sport. Je suis très content d'avoir participé à cette sortie et j'encourage la communauté à participer aussi au camp. Pour les organisateurs, il s'agit d'inculquer les valeurs religieuses, civiques et morales à tous ces jeunes scouts. Pendant le séjour qu'on passe avec nos éléments, ils ont droit à des formations civiques, à des formations spirituelles et à des conseils des aînés afin qu'ils puissent travailler à l'école pour être de bons citoyens. Et en dépit de ça, on a le volet scout où on met l'accent sur la discipline afin que ces adhérents-là, nos éléments, soient vraiment des enfants consciencieux, travailleurs pour être des citoyens modèles demain. Au total, ce sont 80 campeurs répartis dans 3 catégories, louveteaux, éclaireurs et routiers qui ont pris part à cette sortie éducative. Le ministre gouverneur Jean-Claude Kouassi et les structures coordonnatrices de l'eau potable de Bouaké étaient face aux populations de Gbeke et du Hambol. C'était cette semaine. La rencontre s'inscrit donc dans le cadre des Jeudis du district, initiés par le district autonome de la vallée du Bandama, qui vise ainsi à créer un cadre d'échange entre les structures coordonnatrices des actions gouvernementales et les populations. Rencontre d'échange entre les populations et les structures coordonnatrices des actions gouvernementales implantées sur le territoire du district autonome de la vallée du Bandama. Cette tribune d'échange intitulée « Les Jeudis du district » permet aux différents directeurs régionaux, départementaux, chefs des services des entreprises publiques, parapubliques et privées d'aborder plusieurs sujets liés à leur département ministériel. Pour ce mois, c'est l'hydraulique qui est mise en avant. L'État a décidé, par le programme social du gouvernement, de réparer gratuitement les pompes. Depuis 2019, on est au-delà de 300 pompes réparées. Le projet de réalisation d'une usine régionale qui va permettre de tripler la production d'eau potable de la ville de Bouaké est quasiment à son terme. Très bientôt, nous pourrons desservir toutes les petites localités de Bouaké. L'initiative est du ministre-gouverneur de la vallée du Bandama. Nous savons que la question de l'eau potable est un enjeu à la fois local, national et même international. Nos populations et nous, tous ensemble, nous serons davantage au fait des problématiques majeures du secteur de l'hydraulique, des difficultés rencontrées par ce secteur et par ceux qui le gèrent, des énormes efforts engagés par l'État pour y faire face, ainsi que du rôle et de la place que toutes et tous nous avons à tenir en toute citoyenneté pour venir durablement et ensemble à bout de l'épineux problème de l'eau potable. Lancé en septembre 2022, les Jeudis du district visent à créer un cadre de concertation et d'échange en vue de permettre la coordination et le suivi des actions de l'État, ainsi que la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement socio-économique.
La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, démarre en janvier prochain, mais une autre compétition d'envergure se tient en ce moment même à Kinshasa, en RDC, et ce sont les 9e Jeux de la francophonie. Le directeur général du marché des arts du spectacle d'Abidjan, qui s'y trouve depuis quelques jours, a pu échanger avec quelques artistes congolais qu'il a bien entendu invités au Massa d'avril 2024. Depuis Kinshasa, le reportage de Issa Chononyeo et Fernand Conan. Exhorter les artistes congolais à venir nombreux au prochain Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan, prévu au mois d'avril 2024. C'est le sens de la rencontre entre le directeur général du Massa et les acteurs culturels de la RDC, République démocratique du Congo. Ce, en marge de la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. Il m'est paru important qu'un pays comme le Congo, qui s'impose sur le continent comme un pays de création, un pays de créativité, avec des talents reconnus, puisse être au cœur des préoccupations du directeur général du Massa pour venir faire donc la promotion de ce marché panafricain. Donc c'est aussi la preuve donc de l'intérêt que ces artistes portent donc à cette manifestation que nous mettons en place tous les 2 ans. Et beaucoup d'artistes congolais sont passés par le Massa pour être aujourd'hui des vedettes que nous connaissons. Un message bien perçu par les artistes congolais. Je connais très bien le Massa et aujourd'hui on est tous d'accord que la culture est le vecteur de développement. La culture permet aujourd'hui d'employer énormément de jeunes. Et il faut que le Massa continue à jouer ce rôle de marché pour le spectacle africain. Et je pense très honnêtement que beaucoup d'autres gouvernements africains devraient emboîter le pas, imiter ce que fait la Côte d'Ivoire. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en RDC saisit l'opportunité pour rappeler les liens de coopération culturelle entre les 2 pays. Je suis très heureux que le directeur général du Massa soit venu pour justement sensibiliser la partie congolaise à se rapprocher de la partie ivoirienne pour qu'ensemble on aille vers des perspectives heureuses. Le Massa est une plateforme à partir de laquelle les artistes peuvent se projeter dans le monde. Et vous savez que les Ivoiriens et les Congolais, ils ont l'art et la culture dans les veines. C'est même inscrit dans le code génétique. Et c'est à eux de mutualiser leur intelligence pour aller de l'avant. La 13e édition du Massa est prévue du 13 au 20 avril 2024 à Abidjan. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application de l'article 24.2 de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail en Côte d'Ivoire, le lundi 7 août 2023, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. On prend la direction de Meyagi dans la Nawa. Patricia Omouetia, qui en revient, nous apprend que le mouvement Force 2015 y a investi un nouveau coordonnateur cette semaine en vue de préparer efficacement les élections locales qui approchent. Son reportage. Il se nomme Fondio Mamadou. Il est désormais le nouveau coordonnateur du mouvement Force 2015 à Meyagi. Il a été officiellement installé par le secrétaire général du mouvement, représentant le président national Zanga Koulibaly. Le nouveau coordonnateur du mouvement Force 2015 entend ratisser large pour la victoire du RHDP aux élections municipales à Meyagi. Mon prédécesseur qui vient de me passer le flambeau pour gérer la marée Orange Force 2015 à Meyagi. La formation qu'il nous a donnée pendant ces 10 ans, on va se servir de cette formation-là. Le candidat choisi par le RHDP pour les élections municipales à Meyagi a exprimé sa joie. Nous sommes contents. C'est la raison de notre présence pour les soutenir. Parce que la Force 2015, c'est le fer de lance. Nous, on les attend. Ce sont nos soldats, ce sont nos commandos. Ils ne peuvent pas faire une telle manifestation et puis nous mettre en marge. De 2, je suis candidat. Je compte sur qui? Je compte sur la jeunesse. Et la jeunesse constitue près de 70% de la population. C'est tout à fait normal que j'apporte mon appui, mon assistance pour que cette jeunesse puisse vivre, puisse nous donner la victoire au soir du 2 septembre. Voilà les raisons de ma présence. L'installation du nouveau coordonnateur du mouvement Force 2015 à Meyagi vient également consolider la paix et la cohésion sociale dans le département.
Je vous le disais en titre, la délégation de la CEDEAO arrivée jeudi dans la nuit à Niamey a écourté son séjour au Niger, dépêché par le président du Nigeria, Bola Tinubu, président d'exercice de l'organisation sous-régionale. Cette délégation venue pour obtenir par le dialogue retour à l'ordre constitutionnel n'a finalement pas rencontré le chef de la junte. Les émissaires de la CEDEAO n'ont finalement même pas quitté l'aéroport où ils ont rencontré une délégation de la junte conduite par le responsable des opérations spéciales. La junte a dénoncé des accords militaires conclus avec la France, retiré les ambassadeurs de 4 pays et annoncé qu'elle ripostera à toute agression de la CEDEAO. De son côté, le président Bazoum se déclare otage dans une tribune au Washington Post. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve avec plaisir demain à 13h.